le gouvernement et de ne pas confiner malgré des situations tendues dans certaines régions? Moi, je vous dirais ce que j'ai dit depuis des mois. Je n'ai pas varié et je ne vais pas faire de polémique sur le sujet. Je pense que le confinement est la pire des solutions. Une solution archaïque, moyenâgeuse, dont les conséquences en second, c'est-à-dire les conséquences psychologiques, sociales, économiques, sont absolument dramatiques. Peut-être même, doit-on le dire, pire encore que le mal que l'on souhaite guérir lorsqu'on est sur des opérations de confinement massives. Et donc depuis le départ, je dis que tout ce qui peut nous permettre d'éviter le confinement, il nous faut l'éviter. Il n'y a pas lieu à polémiquer. Je pense que cette ligne-là est celle qu'il faut tenir. Est-ce que la situation sanitaire permettra de la tenir? C'est une autre question, parce que la réalité, quelle est-elle? La réalité, c'est que seule la vaccination massive permettra véritablement d'éviter des solutions aussi brutales que le confinement. Et on va parler de vaccination, mais est-ce que vous... Nous sommes très très en retard. On va en parler avec Christelle, mais est-ce que vous comprenez la ligne quand vous voyez que Dunkerque est confiné, que Nice et le littoral des Alpes-Maritimes est confiné, et que des régions comme l'Île-de-France, où il y a une saturation hospitalière, ne le sont pas? Ce que je vous dis vaut pour l'ensemble du territoire. Je pense que les opérations de confinement sont extrêmement dures et néfastes partout. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Non, et ça vaut, y compris pour ces des territoires. patients malgré le coût que ça implique, que confiner, d'après vous? Il vaut mieux vacciner massivement que confiner. Dans l'attente. Mais voyez-vous, depuis le début, vous voyez bien qu'on est en train de gérer une situation de misère, au fond, puisque nous n'avons pas les moyens, nous ne nous sommes pas donné les moyens de lutter efficacement contre cette épidémie. Et donc moi, je refuse d'aller chercher les solutions les plus dures, alors même que nous avons des alternatives, et notamment la vaccination massive. Si nous accélérions vraiment, pas dans les mots, pas dans les slogans, mais vraiment sur le terrain la vaccination massive, alors nous pourrions durablement éviter les opérations de confinement. Ça passe par quoi, accélérer la vaccination? D'abord, ça passe par des commandes plus massives. Pardon de dire que nous avons évité un débat qui nous dérange sûrement collectivement en France, mais qui est le fait que notre pays est celui qui aura eu le moins accès en volume aux vaccins produits, y compris certaines industries pharmaceutiques françaises qui, parce que la France ne les a pas accompagnées, sont allées produire leurs vaccins pour des pays voisins, notamment pour la Grande-Bretagne. Ça dit tout de la situation de délitement, d'effondrement de la souveraineté de notre nation. C'est la première chose. Accélérer sur le volume et ensuite sur le déploiement. Écoutez, les décrets qui ont permis notamment aux médecins généralistes de vacciner ont mis des semaines. Le décret a mis des semaines à sortir. Aujourd'hui, on devrait pouvoir généraliser la vaccination par les pharmaciens. On commence à tester pour voir ce que ça donne. Et l'administration se couvre autant qu'elle peut. À partir de lundi, ils pourront vacciner les pharmaciens. Évidemment, mais on a pris trop de précautions. Pas des précautions. On a pris trop de temps à alimenter la machine administrative. Ce ne sont pas des précautions. Écoutez, soyons clairs, nos pharmaciens sont parfaitement capables de vacciner contre la Covid. Ils le font déjà sur d'autres épidémies saisonnières. Donc ce n'est pas de l'hésitation tout ça. C'est la lourdeur d'une machine administrative et d'un politique qui est devenu faible dans notre pays. Sur la vaccination, on voit que les soignants sont assez réticents à se faire vacciner. Ils sont un tiers seulement à être vaccinés. Est-ce qu'il faut rendre cette vaccination obligatoire? C'est un vrai débat. Moi, j'ai un vrai questionnement sur ce sujet. D'abord, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des métiers pour lesquels un certain nombre de vaccinations sont obligatoires. C'est notamment le cas pour le personnel qui travaille dans la petite enfance. Moi, j'ai été maire. Certains de nos personnels en crèche ont une série de vaccinations obligatoires. Je pense que c'est pas absurde, parce que dans un cas comme celui-ci, c'est totalement lié au métier qu'ils exercent. Et puis, pour ce qui est des soignants, je ne conçois pas que nos soignants refusent la vaccination. Ça pose un vrai sujet. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment avons-nous pu, dans un pays comme le nôtre, le pays de Pasteur, organiser les choses, faillir sur la communication et sur l'information autour du vaccin, à tel point que des soignants, ceux qui ont tenu dans cette bataille sanitaire, aujourd'hui refuseraient de se faire vacciner. Mais là où j'ai un doute, c'est que je pense que cette démarche d'obligation vaccinale ne règle pas le problème. Je pense même que ça crispe, que ça coince, et qu'au fond, celles et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner auront des raisons encore plus fortes de ne pas le faire si on les y oblige. Vous disiez le confinement, c'est la pire des solutions. Le gouvernement est en train de réfléchir à réouvrir certains lieux comme les restaurants, les salles de sport, grâce à un pass vaccinal. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une bonne solution en attendant la vaccination de tous, qui n'interviendra pas avant la fin de l'été, visiblement? Non, c'est une mauvaise solution. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Nous n'avons pas besoin d'un pass vaccinal pour assurer la sécurité sanitaire dans une salle de cinéma.
Pour le moment, c'est un pass sanitaire. Pass sanitaire, pardonnez-moi. Dans une salle de cinéma. On peut parfaitement, dans une salle de cinéma, comme dans une salle de spectacle, comme dans un restaurant, organiser l'espace pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque sanitaire. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que nous basculions progressivement dans une société d'hygiénisation permanente, dans une société où l'aspect sanitaire effacerait toute autre considération de libertés individuelles. Je sais qu'au cœur d'une crise sanitaire, c'est compliqué de dire ça, mais c'est, je pense, la responsabilité d'un député, d'un élu de la nation, garant des libertés, de dire que nous devons sortir de cette crise avec les mêmes libertés que nous avions auparavant, pas avec des libertés rabougries, amoindries. Et cette question du pass sanitaire, qui ouvre la porte, y compris au pass vaccinal, parce qu'au fond, c'est une manière d'entrouvrir cette porte-là, pour moi, est une erreur. Nous avons d'autres solutions. Utilisons toutes les autres solutions d'organisation sanitaire. J'en profite pour lancer un appel solennel à la ministre de la Culture. Ça suffit. Réouvrez les espaces de culture, réouvrez les lieux de culture. Ils sont prêts d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue d'organisation, et ce sont des lieux dont notre pays a un besoin absolument vital. On n'est pas un grand pays comme la France, on ne traverse pas une situation de guerre sanitaire comme celle que nous traversons sans avoir ces lieux de respiration, ces lieux de culture et d'expression de la liberté qui sont les lieux de la vie culturelle nationale. Alors justement, il y a une réunion ce matin à Matignon entre les acteurs de la culture, Jean Castex et Roselyne Bachelot. Il y a des mobilisations des acteurs de la culture qui se multiplient dans certains théâtres. Et Roselyne Bachelot, hier, elle était devant les sénateurs pour les questions d'actu. Elle parlait d'occupations inutiles, voire dangereuses, car ces occupations mettent en menace des lieux patrimoniaux fragiles. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, je pense que Roselyne Bachelot cherche depuis des semaines à s'excuser d'être impuissante. Pardon de le dire, mais on voit bien que depuis le début, la ministre de la Culture, ça n'enlève rien à l'affection que je pourrais lui porter, la ministre de la Culture ne peut rien, ne fait rien sur ces sujets. Et la question, c'est la volonté politique. Est-ce que nous en sommes arrivés, dans ce grand pays qu'est la France, à considérer que la culture est un sujet absolument secondaire ? Enfin, pardon de faire des rappels historiques, mais même au cœur des grands moments de guerre de notre pays, des grands moments de tension de notre pays, les lieux de culture ont toujours été ceux qui ont préservé une expression, notamment des libertés, et une expression de la respiration intellectuelle. Et pour vous, le gouvernement considère la culture comme secondaire aujourd'hui ? S'il l'a considérée comme prioritaire, il aurait déjà travaillé avec tous les acteurs de la culture pour réouvrir ces lieux. Mais vous savez, moi je travaille beaucoup sur cette question de la culture. Dans le cadre des élections régionales, nous en parlerons. Je porterai un plan de soutien massif à la culture, parce que je suis certain que si nous n'agissons pas vite, l'ensemble des acteurs de la culture, non seulement les lieux de spectacle, les lieux de cinéma, mais aussi tout le champ de la production, de la réalisation, va s'effondrer. Et pour le rayonnement de la nation, pour la vie de chacun de nos concitoyens au plus juste du département rural, cela manquera terriblement. Justement, comment on fait pour réouvrir ces salles sans passe sanitaire, puisque vous y êtes opposé? Hier, un collègue sénateur a parfaitement posé les choses. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou du Sénat avec des masques, en se nettoyant les mains, un siège sur deux, en gardant nos distances, avec une entrée et une sortie. J'étais, pour tout vous dire, avec les responsables d'un grand musée parisien il y a quelques jours. J'étais dans ma région il y a quelques semaines. On peut parfaitement, dans ces grands espaces de musée, organiser une entrée et une sortie. On peut parfaitement, dans un cinéma qui n'a jamais un taux de remplissage supérieur à 50%, faire en sorte qu'un siège sur deux ne soit pas occupé. Il faut simplement faire preuve d'un peu de bon sens. Et dans les restaurants, comment on fait alors? Dans les restaurants, on peut tout à fait éloigner les tables, on peut tout à fait respecter des gestes barrières. C'est un des lieux de contamination les plus Non, personne n'a jamais démontré que les restaurants étaient des foyers épidémiques. Vous savez, on a créé des espèces de totems de cette manière-là, en considérant que les restaurants étaient des acteurs de l'épidémie, ce qui n'est pas vrai. Ils ont été d'ailleurs, lorsqu'ils ont réouvert, pardon de le dire, mais à destination de nos restaurateurs, absolument exemplaires sur les règles sanitaires à respecter. Le masque, en fait, Au moment du déjeuner, on peut trouver des solutions, y compris de distanciation sur la même table. Vous savez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, des personnes qui travaillent dans un même endroit, déjeunent à midi dans une même salle, parfois même dans des conditions très difficiles. Moi, je me suis battu dans mon département pour réouvrir les restaurants pour les ouvriers des travaux publics qui déjeunaient dans un fourgon, les uns à côté des autres. Voilà les solutions que nous pourrons apporter, réouvrir les lieux qui peuvent l'être. Et on va parler d'un autre sujet d'actualité, ce sont ces violences qui se multiplient entre jeunes, Christelle. Oui, des jeunes de plus en plus jeunes. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter ça ?
D'abord, un constat que je partage avec vous, l'ultra-violence sur des publics qui sont de plus en plus jeunes. Moi, je suis effrayé de voir d'abord le niveau de violence et de voir le délitement de l'autorité républicaine. Parce qu'au fond, ce dont il s'agit, c'est cela. Il y a des zones entières dans notre pays dans lesquelles la République n'a plus aucune autorité. La première des règles, c'est de rétablir cette autorité. La faute à avec qui ? des forces. Une faute collective. Tout gouvernement confondu ? Évidemment, on a tous contribué d'une certaine manière à cette situation. Je serais malhonnête si je ne le disais pas. Je peux dire aussi que la droite républicaine et Nicolas Sarkozy a beaucoup fait, notamment sur la question des banlieues, pas seulement sur le rétablissement de l'autorité, mais aussi sur la mixité sociale. Je discutais avec Jean-Louis Borloo il y a quelques semaines et nous discutions du fait que ces espaces urbains sont devenus de véritables ghettos. Vous rajoutez à cela une défaillance de l'autorité familiale, qui est un véritable sujet, et vous avez cette situation catastrophique. Véritable sujet, ça veut dire qu'il faut s'attaquer à la responsabilité des parents. Est-ce qu'il faut remettre sur la table la suppression des allocations familiales pour Je pense qu'il faut avoir le courage de faire ce qui est nécessaire. Moi, je suis favorable à ce que nous rediscutions de la question de la suspension des allocations familiales pour les parents qui faillissent. Pas les parents qui ne réussissent pas, qui se battent pour que leurs enfants soient dans le droit chemin, mais qui n'y parviennent pas. Ça existe aussi. Non, je parle de tous ceux qui ont abandonné leur mission d'autorité parentale. Je n'ai aucun tabou sur ce sujet et je pense que ce serait une mesure juste à l'égard de ceux qui n'assument pas leurs responsabilités. De la même manière, je considère qu'il faut désormais, pour les jeunes délinquants, une peine rapide et immédiate, qui soit une peine d'encadrement militaire. Je n'ai aucun problème sur ce sujet. Nous avions, à l'époque, sous Nicolas Sarkozy notamment, développé les centres fermés, les centres éducatifs, avec un encadrement militaire. Madame Taubira a mis fin à ces dispositifs pour des raisons idéologiques, et aujourd'hui, on voit bien qu'on a très peu de nouveaux centres qui ont été ouverts. Vous savez, sur ce sujet de la sécurité, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron font les matamores, ils montrent leurs muscles, ils parlent fort, et au final, lorsqu'il s'agit d'agir, ça fait pchit. Il n'y a plus rien ou pas grand-chose. Donc vous considérez qu'aujourd'hui, par exemple, la prison n'est pas forcément la solution ? La prison telle que nous la connaissons aujourd'hui n'est pas la solution pour des gamins de 15 ans. Mais la liberté n'est pas non plus la solution. Il faut trouver un outil intermédiaire. Moi, je refuse qu'on mette des gamins de 15 ans au milieu de voyous de 50 ans pour qu'ils se radicalisent peut-être davantage encore pour ceux qui sont dans cette voie-là. Mais je refuse aussi qu'on les laisse en liberté. Ce que je souhaite, c'est que nous ayons un outil d'autorité intermédiaire, et je pense que l'autorité militaire peut être la solution d'encadrement pour ces jeunes-là. Un mot, on va parler des Républicains et de votre campagne, Aurélien Pradier, mais un mot qui fait l'actu entre les Républicains et cette semaine, on était la semaine du 8 mars. Votre parti a tenu une convention, je crois, le 8 mars, vous y étiez d'ailleurs, autour de plusieurs élus, mais votre parti, il est loin d'être exemplaire sur ces questions de parité. Vous payez chaque année une amende assez conséquente d'1,7 million. Est-ce que vous allez agir sur ce sujet de la parité ? Oui, nous y sommes. D'abord, depuis plusieurs semaines, nous travaillons avec Christian Jacob, qui y tient beaucoup, à être le plus en règle possible sur cette question de la parité. Ce n'est pas un sujet simple, ça ne se fait pas en claquant des doigts, il faut être très, très honnête, mais c'est un objectif que nous nous sommes fixés. Tous les partis politiques sont dans une situation difficile à cet égard, comme d'ailleurs beaucoup d'entreprises. Vous savez, c'est un fait national, un fait de société. Mais je dois vous dire aussi que la question de la préservation des droits des femmes vaut pour la parité, vaut aussi pour la protection des femmes. Et de ce point de vue, les Républicains ont une longue histoire et une belle histoire de protection des droits des femmes. C'est Simone Veil avec l'IVG, c'est un certain nombre de lois que nous avons fait voter, c'est celle que j'ai pu porter et faire voter à l'Assemblée nationale pour protéger les femmes victimes de violences, avec notamment la généralisation du bracelet anti-rapprochement. Sur ce sujet, la droite républicaine, on l'a peut-être oublié, a une grande, belle et longue histoire de protection des femmes. Mais c'est plus facile pour c'est plus difficile pour les questions d'élection. Il faut peut-être déloger des élus déjà en place depuis longtemps et qui sont souvent des hommes. C'est un travail difficile, c'est certain. Ça vaut pour les femmes, ça vaut pour la jeune génération. Et c'est un sujet qui concerne la respiration de notre démocratie. C'est aussi pour ça, vous voyez, que je m'engage dans un certain nombre d'élections, notamment les élections régionales, parce que je pense qu'il faut que, notamment, une nouvelle génération puisse prendre ses responsabilités. Alors, on va parler de vous. Revenons-en à vous. Un magazine a récemment titré un portrait de vous, le cerveau gauche de la droite. Est-ce que cela vous définit bien ? D'abord, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que j'ai une partie de cerveau, ce qui sera rassurant. Plus sérieusement, ma sensibilité, c'est la sensibilité gaulliste. Je me suis engagé en politique très jeune, je viens d'une famille qui n'a jamais fait de politique, c'est pas mon milieu initial.
J'ai été élu à 21 ans dans ma terre du Lot, comme jeune conseiller général. À l'époque, j'ai battu mon instituteur. Et j'ai toujours été élu dans cette terre du Lot, moi élu de droite, alors que le Lot est une terre de gauche. Et pourtant, je ne suis pas de gauche, je suis de droite. D'une droite populaire, d'une droite fière de ses convictions, d'une droite qui est capable de tendre la main aux plus fragiles, ce que nous avons historiquement fait. C'est une des grandes sensibilités, notamment de Jacques Chirac. Bref, je n'ai pas du tout le sentiment de dévier de ce qu'est la droite républicaine à laquelle je crois. Il faut une complémentarité, de l'autorité et une capacité, je le redis, à être attentif aux plus humbles. C'est le sens de mon engagement politique depuis mes 20 ans. Mais c'est une ligne qui était devenue atypique chez les LR aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à vous faire entendre? Est-ce que vous n'avez pas de mal à vous faire entendre? On sait que la ligne économique que vous avez défendue a du mal à infuser chez LR. Comment ça se passe? Vous l'aurez compris, j'aime les défis difficiles. Mais il y a une fracture aujourd'hui dans votre parti? Non, il n'y a pas de fracture, il y a un débat. Et c'est sain. Vous savez, on nous a reproché à droite de ne plus avoir d'idées depuis des années. On ne peut pas nous reprocher aujourd'hui d'avoir trop d'idées. Et au fond, les questions que nous posons sont des questions tout à fait fondamentales, si nous sortons des caricatures. Lorsque je dis que le modèle économique que nous connaissons aujourd'hui, celui de l'ubérisation de l'économie fictive, celui de la fuite de notre richesse vers d'autres pays du monde, ce n'est pas le modèle économique que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est une économie qui soit juste. Vous savez, le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, c'était exactement cela. C'était pas être béat face à la production de richesse. C'était souhaiter la production de richesse pour que chacun s'y retrouve et que nous soyons justes avec le mérite de chacun. Je crois que ce discours-là, cette sensibilité-là d'une économie au service des femmes et des hommes, au service d'un projet national, c'est une sensibilité qui peut rassembler toute la droite républicaine et j'y travaille. Mais alors, est-ce qu'elle est encore tenable, cette ligne politique, d'aider les plus faibles à un moment où on sait bien que les efforts faits par l'État ont été énormes depuis le début de la crise du Covid, que la dette est en train de s'élargir? Vous proposiez par exemple 300 000 jobs pour des jeunes dans des institutions d'État. Est-ce que ça ne va pas encore plus creuser le trou de la dette? Sûrement. Est-ce que c'est plus le sujet de la droite, finalement, la dette aujourd'hui? Bien sûr que si, la dette est le sujet de la droite. J'ai d'ailleurs beaucoup travaillé avec François Baroin et Agnès Evren sur ce sujet. Il nous faudra rembourser cette dette sur un délai, à mon sens, plus long que nous l'imaginons aujourd'hui, parce que c'est une dette exceptionnelle, celle liée au Covid. Mais sur la question des jeunes, soyons précis. Nous avons aujourd'hui 700 000 jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail dans une situation incroyablement dégradée. 300 000 de ces jeunes, environ, ont perdu leur petit job. C'est-à-dire des petits jobs que des jeunes étudiants en bac plus 5 avaient aujourd'hui dans un restaurant, etc., etc. Ces jeunes-là, dans quelques mois, il faudra leur trouver une solution. Je ne parle pas des jeunes décrocheurs, de ceux qui avaient du mal à trouver un boulot. Je parle de jeunes qui sont en bac plus 5 et qui ont perdu leur petit job, qui sont les nouveaux pauvres, qui sont ceux qui font la queue pour aller chercher à manger. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère que ce n'est pas un problème, qu'il ne faut rien proposer? Eh bien moi je préfère proposer à ces jeunes un petit boulot qui sera pris en charge en partie par les collectivités et l'État, plutôt que demain devoir leur payer un RSA jeune qui ne les sortirait pas de la misère. Et je préférerais toujours de bonnes dépenses publiques qui protègent notre jeunesse, qui ne sacrifient pas notre avenir à des dépenses publiques inutiles. On fera le ménage en ce qui ne sert à rien pour le concentrer sur ce qui peut être utile, et la jeunesse, c'est plus qu'utile. Alors on va aller en Occitanie avec vous, Christelle. On va parler de votre candidature régionale, Aurélien Pradier. Donc oui, vous êtes candidat aux élections régionales depuis très peu de temps. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? On avait cru comprendre que vous n'aviez pas très envie d'y aller. Qu'est-ce qui a créé la bascule? C'est le sens du courage. Ça va vous paraître un peu pompeux peut-être, mais c'est ce qui m'a déterminé. Je pense que la politique, c'est d'abord une affaire de courage. C'est vrai que cette bataille est difficile, elle sera difficile pour ma famille politique, mais je pense aussi on va voir le sondage réalisé par l'IFOP pour les Républicains d'ailleurs, qui vous donne 3e à 13%, derrière Carole Delga, la présidente sortante, à 28%, et Jean-Paul Garot, le candidat du Rassemblement national, à 26%. Une parenthèse sur les sondages, à chaque fois que j'ai été candidat dans une élection, notamment dans le Lot, on m'annonçait largement perdant, donc les sondages ne m'impressionnent pas. Mais cette notion de courage, elle est pour moi fondamentale en politique. Et c'est ce qui m'a convaincu d'aller tenir le drapeau, d'aller mener la bataille. Ma candidature, c'est aussi une candidature de clarté. Nous aurons dans cette campagne, les habitants de l'Occitanie auront le choix entre de nombreuses girouettes, de nombreux caméléons, ceux qui sont candidats de La République En Marche mais qui ne veulent pas le dire, qui ont trahi leur famille politique à droite pour aller se vendre au plus offrant parce que c'était plus facile d'être candidat de La République En Marche. Du candidat dont j'ai d'ailleurs oublié le nom, qui sera candidat pour La République En Marche mais qui a peur de le dire. Ça vaut aussi pour l'extrême droite.
les candidats de l'extrême droite n'osent plus dire qu'ils sont Front National ou Rassemblement National. Et puis vous savez, cette région, c'est ma région. J'y suis né, j'y ai grandi. C'est là où j'ai fait l'essentiel, tout mon engagement politique. Je ne suis pas parachuté dans cette région, au contraire. Elle porte mes racines. Et je pense que ce sera le moment de dire à nos électeurs qu'après un quart de siècle de gestion socialiste, c'est long un quart de siècle, surtout quand c'est une gestion socialiste, il est peut-être temps d'avoir une respiration. Et ce sera mon engagement de faire respirer cette région et qu'une nouvelle génération ne reste pas planquée, ne reste pas au chaud, mais aille à la bataille lorsqu'il s'agit de la mener. Vous avez dit, lorsque vous avez accordé cette interview à la Dépêche du Midi, je prends date. On a l'impression que c'est une manière de préparer vos électeurs à une défaite. Est-ce que c'est comme ça que vous le... Non, j'ai simplement dit que la confiance était un temps long. Vous savez, lorsque j'ai été élu député du Lot, je ne l'ai pas été immédiatement. La politique, ce n'est pas une affaire de coup politique. Ce n'est pas une affaire de tentative qui réussit à chaque fois. C'est comme dans la vie. Il faut batailler, il faut marquer des pas, réussir, avancer. Et depuis plusieurs jours que je vois la dynamique, depuis mon annonce de candidature dans cette région, autour de Jean-Luc Maudenc, le maire de Toulouse, autour de très nombreux élus locaux qui me soutiennent depuis la première heure, et qui est un très beau maire et très bon maire d'une très belle ville qui est Toulouse. Toute cette équipe qui localement est en train de se former me pousse à vous dire que dans tous les cas, nous aurons une surprise. Et que dans tous les cas, notre famille politique et au-delà, la droite, le centre, toutes celles et ceux qui ont besoin aujourd'hui d'avoir une nouvelle respiration dans cette région, trouveront dans notre candidature une alternative beaucoup plus crédible, notamment que celle de l'extrême droite, qui n'est là que pour agiter dans cette région, qui n'a pas du tout l'ambition de gérer cette région et qui d'ailleurs n'en aurait pas les capacités. Vous savez, j'ai été conseiller régional pendant plusieurs années et j'ai vu le comportement des conseillers régionaux du Front National. Et si leurs électeurs les avaient vus se comporter au conseil régional, ils en auraient eu honte. Je les ai vus en venir quasiment aux mains. Ils n'ont aucune volonté de gérer cette région. Et il faut que nous puissions, nous la droite républicaine, courageusement, apporter des solutions aux habitants de Perpignan, de Béziers, de tous ceux qui s'interrogent notamment sur les questions de sécurité, pour leur montrer que le courage, il est chez nous. C'est à eux que vous allez vous adresser pendant cette campagne ? Je m'adresserai à tous les électeurs et à tous les habitants de l'Occitanie. Je n'en oublierai aucun, des plus ruraux aux plus urbains, ceux qui ont des vrais problèmes de sécurité comme ceux qui n'en ont pas. Je m'adresserai aux plus fragiles comme aux plus favorisés. C'est l'ambition de la droite républicaine, c'est de rassembler toutes celles et ceux qui ont aujourd'hui besoin et envie de croire que la politique peut changer les choses. Alors, en cas de second tour, Rassemblement national contre la présidente de région, Carole Delga, est-ce que vous la soutiendrez ? Est-ce que vous pouvez dire ça déjà aujourd'hui ? Je vous ai dit que ma candidature était une candidature de clarté. L'ambition d'un candidat de droite, c'est pas d'être le second wagon ou du Front National ou des socialistes. Ma liste. Mais la question du Front républicain risque de se poser dans votre région, Aurélien Pradier. Le Rassemblement national est donné assez haut. Ma liste du premier tour sera celle du second tour. Je ne crois pas. Donc pas de retrait, pas d'alliance. Évidemment que non. Ni retrait, ni alliance. La confiance des électeurs et seulement la confiance des électeurs. Et vous savez, ce qui fait aujourd'hui que les mouvements les plus durs sont aux portes peut-être de prendre certaines responsabilités, c'est parce que depuis des années, les partis politiques ont été lâches. Qu'ils ont cru qu'il fallait se vendre et tripatouiller pour éviter le verdict électoral. Moi, je n'ai pas peur du verdict électoral. Ma liste du premier tour sera celle du second tour. Je ne tripatouillerai pas entre les deux tours. C'est un engagement que je prends fermement devant les habitants d'Occitanie. Et une dernière question, Christelle. Il y en a beaucoup, alors, au choix. On en avait encore beaucoup. Oui, une dernière question sur le cœur de votre programme. Vous avez dit, toujours dans la dépêche, que vous souhaitiez travailler sur les outils d'accélération en matière économique. Qu'est-ce que ça signifie ? Nous avons une région qui a un potentiel extraordinaire en matière agricole, en matière d'alimentation, en matière économique et industrielle. Je pense à l'aéronautique notamment. Airbus qui est en grande difficulté aujourd'hui. Airbus qui est en grande difficulté, qui va avoir besoin, tout le secteur aéronautique, d'une vraie mutation vers d'autres formes de métiers. Et c'est le rôle de la région de soutenir toutes les innovations à venir. La filière hydrogène, par exemple, pour Airbus ? Nous sommes en train de travailler notamment sur la filière hydrogène, mais je vais très au-delà. Je pense que toutes les technologies et tout le savoir-faire aéronautique peut servir, y compris sur de la domotique, c'est-à-dire des outils du quotidien. Il faudra que la région Occitanie, ce qu'elle fait peu aujourd'hui, sorte du saupoudrage, sorte du petit accompagnement pour porter une véritable ambition au service de cette économie-là et donc au service de l'emploi. Ce sera le premier axe, une région qui innove
et une région qui protège. Je ferai des propositions très fortes, notamment pour la jeunesse, pour protéger les plus fragiles et pour protéger toutes celles et ceux qui en ont besoin en matière de sécurité. Dans les semaines qui viennent, j'irai partout en Occitanie. Ce sera mon engagement et mon tour d'Occitanie. Et chaque semaine, nous porterons des propositions qui sortiront de l'ordinaire et qui diront l'ambition que nous avons pour l'Occitanie. Vous allez rendre visite aussi aux salariés de Bosch qui a annoncé plusieurs centaines de licenciements cette semaine. J'irai dans tous les secteurs industriels à Rodez qui ont une difficulté. Bosch en fait partie. Nous avons un vrai sujet d'accompagnement de la mutation de cette industrie et de préservation de l'emploi dans un moment où nous avons besoin de tous les emplois. Et merci beaucoup. Merci Aurélien Pradier d'être venu nous voir. Je précise que demain, on sera justement en Occitanie.